Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EuroQuestions, la série courte de webinaire de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Desfarges, chef du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Depuis le lancement du Green Deal européen en décembre 2019, l'Union européenne a été très active. Adoption du paquet Fit for 55, contribution aux investissements verts avec le plan de relance, lancement de REPowerEU et discussion sur la politique industrielle de l'UE en matière de technologie propre. Toutefois, l'Union européenne est également confrontée à des défis géopolitiques, économiques, sociaux et politiques croissants qui menacent la réalisation des objectifs de l'Union de l'énergie, à savoir atteindre la neutralité climatique tout en préservant sa sécurité énergétique et en assurant des prix de l'énergie abordables. Donc, comment préserver la solidarité et la coordination au niveau européen? Avec quel financement et quelle gouvernance? Et surtout, comment prendre en compte les attentes et les contributions des populations européennes? Sans plus attendre, Camille, je te laisse la parole. Merci beaucoup Lara et bonjour à tous. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter donc le dernier rapport de l'Institut qui s'intitule Pour une union de l'énergie 2.0 pour réaliser le pacte vert. Alors sur la slide suivante, j'ai mis donc les objectifs de ce rapport. C'est comme Lara l'a parfaitement mentionné, de revenir un petit peu sur la succession de crises auxquelles l'Union européenne a fait face ces dernières années, pour identifier les progrès, mais aussi les lacunes de la politique européenne en matière d'énergie et de climat. Et enfin, en conclusion, pour contribuer au débat en amont des prochaines élections européennes en juin 2024, mais aussi contribuer au programme de travail de la prochaine commission. Alors, pour rédiger ce rapport, j'ai eu la chance de bénéficier d'un groupe de réflexion sur l'Union de l'énergie, donc qui était composé d'une dizaine d'experts de très haut niveau, issus à la fois du monde des clean tech, mais également des think tanks, du monde universitaire et de la Commission européenne. Donc, on aura l'occasion de les faire intervenir dans d'autres événements qui seront euh, tenus en anglais dans les prochaines semaines. Hâte d'en discuter avec vous tous. Alors, l'Union de l'énergie, qu'est-ce que c'est? Donc, Lara, tu l'as rappelé, et je me permets de le rappeler également. Elle a été lancée en 2015, donc sous présidence Juncker, et l'idée, c'était d'améliorer la gestion des crises systémiques au niveau européen, avec donc pour objectif trois grands objectifs. Fournir une énergie sûre, une énergie durable et une énergie abordable. Donc, cette abordabilité de l'énergie, c'est aussi la question de la compétitivité des entreprises européennes. Et le contexte en 2015, il était extrêmement similaire à celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait une hausse des tensions géopolitiques avec la Russie, puisqu'il faut se rappeler qu'en 2014, la Russie avait annexé la Crimée. Il y avait une augmentation également des enjeux de transformation du mix énergétique et de transition, mais également un enjeu d'augmentation des prix de l'électricité. Donc on voit aussi que l'Union de l'énergie était déjà une réponse à des défis assez proches de ceux auxquels on fait face aujourd'hui. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus, mais effectivement, on a eu une succession de crises ces 4 dernières années. Donc, vous voyez sur cette frise chronologique la succession assez rapprochée de ces crises. Alors, on a eu d'abord, juste après le lancement du pacte vert européen en réponse à l'urgence climatique, on a eu le début d'une pandémie mondiale de Covid-19, qui a menacé à la fois la cohésion européenne, mais aussi ses ambitions climatiques. Le pacte vert était encore très jeune et sa pérennisation a été mise en question à ce moment-là. Suite à cette crise à la pandémie, on a eu une crise de sécurité d'approvisionnement qui a impacté non seulement la compétitivité de nos entreprises avec une très forte hausse des prix de l'énergie, mais également ça a entraîné une crise du coût de la vie pour les ménages européens avec une augmentation de la précarité énergétique. Et donc ça, c'était dû aux énergies fossiles. Alors même qu'on se rend compte que notre dépendance à la fois à un fournisseur très important, donc la Russie en matière de gaz, mais également notre dépendance aux énergies fossiles pose problème et demande d'accélérer la transition, on se rend compte qu'on a des vulnérabilités assez similaires sur les chaînes d'approvisionnement des technologies propres, avec notamment l'entrée des États-Unis dans la course au clean tech, avec l'adoption de l'Inflation Reduction Act, qui est un grand programme d'investissement dans les capacités manufacturières en matière de clean tech aux États-Unis. Alors, l'Union européenne n'est pas restée les bras ballants face à cette succession de crises, et on a vu ces 4 dernières années une activité politique intense, avec, tu l'as rappelé Lara, l'adoption d'un plan de relance européen qui était principalement dédié au climat, avec 37% des fonds de la facilité pour la reprise et la résilience fléchés vers le climat.
Donc, ça a permis de combler une partie du déficit public d'investissement vert. On a eu également, non pas un ralentissement de l'ambition climatique, mais une continuité, dans le sens où la Commission européenne, malgré la pandémie, a réussi à travailler à une refonte ambitieuse de notre cadre réglementaire en matière d'énergie et de climat, qui est en phase de finalisation et qui renforce à la fois quantitativement et qualitativement le cadre réglementaire énergie-climat européen. Alors, avec des objectifs plus ambitieux en matière de déploiement des énergies renouvelables, mais également de l'efficacité énergétique, mais aussi qualitativement, parce qu'on a de nouveaux secteurs qui rentrent dans ce cadre, notamment l'industrie, le bâtiment ou les transports, qui étaient auparavant moins mis en avant par ces politiques. Suite à la guerre en Ukraine, on a également en quelques semaines l'adoption d'un plan ambitieux de sortie des énergies fossiles russes qui est adopté, donc REPowerEU, qui accélère à la fois l'ambition climatique de l'Union européenne, mais aussi la solidarité. Et enfin, en réaction à l'entrée en vigueur de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis en janvier 2023, on a tout de suite après l'adoption ou la communication sur un pacte vert industriel pour l'Europe. Donc, c'est des premiers pas réglementaires vers une politique industrielle européenne. Alors, donc, le premier message, c'est que le pacte vert et l'Union de l'énergie ont été des stratégies résilientes face à la crise. Est-ce que ça veut dire que ces stratégies sont suffisantes pour atteindre les objectifs de l'Union de l'énergie, qui sont la neutralité climat, la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité? En fait, on voit que ces objectifs, ils restent sous tension. Alors, concernant la compétitivité, je vous ai mis un graphique qui montre qu'en rouge, les prix payés par les industriels en matière d'électricité sont très au-dessus de nos concurrents. Donc, on voit ici qu'il y a aussi un déficit structurel, au-delà de la crise des prix de l'énergie, de compétitivité en Europe, qui nécessite de basculer plus rapidement vers des énergies à la fois abordables et bas carbone. Et le problème, c'est qu'on se retrouve face à des vulnérabilités similaires sur ces chaînes d'approvisionnement, puisqu'on voit que la Chine est un acteur majeur et dominant sur l'ensemble des étapes des chaînes de valeur pour les technologies propres. Et c'est une domination qui devrait continuer à perdurer dans les prochaines années au vu des investissements. Alors, je vous ai mis ce graphique qui montre en rouge les investissements chinois dans les usines de fabrication de technologies propres, et on voit que la Chine est un acteur dominant sur ce secteur. Donc, en matière de sécurité d'approvisionnement, on reste dans une position plutôt défensive. Et enfin, sur la neutralité climat, alors on a des objectifs plus ambitieux. Néanmoins, ces objectifs, ils sont très ambitieux et ils vont demander des efforts politiques conséquents pour les atteindre. Alors, ce que je vous ai mis, c'est d'abord, on voit l'évolution du déploiement des renouvelables en Europe, en vert, et l'augmentation assez drastique qui est requise pour atteindre nos objectifs de 2030 en rose-violet. De même, par rapport à l'efficacité énergétique, vous voyez ici que la consommation énergétique européenne est restée relativement plate ces dernières années, alors que l'objectif 2030 nécessite de vraiment accélérer. Donc, le deuxième message du rapport, c'est que l'atteinte de nos objectifs de politique énergétique reste un vrai défi. Et donc, sur la slide suivante, ce que l'on voit, c'est que les outils européens ne sont pas à la hauteur de ce défi, malgré les progrès. Alors, il y a trois éléments qui ressortent. C'est que d'abord, ces outils sont trop nationaux. Ça a été notamment illustré face à la crise énergétique. Donc, la réaction des États membres face à cette crise a été principalement avec des mesures d'urgence qui ont été insuffisamment coordonnées au niveau européen, ce qui a entraîné des divergences économiques importantes. Et de même, on voit que les politiques industrielles nationales ne sont pas assez coordonnées pour faire face à la menace à la fois de la délocalisation vers les États-Unis, mais aussi le problème de la dépendance face aux industries chinoises. Ces instruments européens, ils sont également trop temporaires. On peut saluer l'effort important qui a été fait avec le plan de relance européen. Néanmoins, ce plan de relance, il se termine en 2026, et donc on va faire face aussi à un trou dans les investissements publics européens en matière de climat, un trou qui n'est pour l'instant pas comblé. Et enfin, ces instruments, ils sont trop volontaires. On peut penser aux objectifs qui ont été adoptés pendant la crise énergétique de l'année dernière sur la réduction de la demande de gaz.
Donc ça, c'est extrêmement ambitieux et il faut le saluer. Néanmoins, le problème, c'est que c'est des objectifs qui sont volontaires. Alors, pour résumer, ces outils, ils sont inadéquats pour soutenir l'atteinte d'objectifs européens ambitieux, parce que ces objectifs européens ambitieux, ils doivent être déclinés et mis en œuvre aujourd'hui au niveau national, voire même local, en ce qui concerne la transition énergétique. Alors, il y a deux éléments qu'on peut souligner. D'abord, c'est qu'on a une prédominance de l'instrument réglementaire européen qui nécessiterait d'être mieux complété par un accroissement du soutien technique, humain et financier pour mettre en œuvre les lois européennes. On a aussi une prédominance du national qui appelle à un renforcement du cadre de gouvernance européen. Et l'enjeu, c'est quoi? Donc d'abord, c'est comme je l'ai dit, d'assurer une mise en œuvre ambitieuse des textes adoptés, pour vraiment se dire qu'on va atteindre nos objectifs énergie-climat, mais aussi de continuer à adopter des politiques qui favorisent à la fois une meilleure solidarité et une plus grande coordination. Cette solidarité et cette coordination ne sont pas optimaux aujourd'hui, ce que l'on voit par exemple avec l'absence d'accord sur un embargo sur le gaz russe, ce qui menace en réalité la position de l'Europe sur la scène internationale. Donc, pour illustrer cette dimension très nationale aujourd'hui de nombreux outils de politique énergétique européenne, je vous ai mis ce graphe qui montre la distribution des aides d'État en Europe entre mars et décembre 2022. Et l'on voit en fait que ces montants se concentrent dans 3 pays pour 84%, et en particulier l'Allemagne et la France. Donc on voit aussi qu'il y a le risque d'accroître les divergences économiques au sein de l'Union européenne, alors même que l'objectif de l'Union européenne est bien au contraire d'augmenter la convergence. Donc on a à la fois une augmentation des inégalités entre États membres, mais aussi la perte de potentiel économie d'échelle et de synergie au niveau européen. Alors pour répondre à ces défis, le rapport met en avant 3 axes d'action prioritaires. D'abord un axe politique qui est associé à la démocratie, un deuxième axe qui est celui de la gouvernance et un troisième axe qui est celui des financements. Alors pourquoi politique? Parce qu'aujourd'hui, atteindre les objectifs de l'Union de l'énergie, c'est-à-dire réussir la transition énergétique, garantir la sécurité d'approvisionnement, assurer la compétitivité des entreprises, mais aussi le bien-être des citoyens, c'est un enjeu politique majeur. Il s'agit des emplois de demain, il s'agit de l'activité locale de demain, il s'agit de la souveraineté européenne de demain. Et ici, on voit un problème d'alignement entre les attentes des citoyens, les attentes des entreprises vertes, mais également les analyses que l'on fait au sein de think tanks comme le nôtre et nos partenaires. Donc, on a un manque d'alignement entre ces attentes et ces analyses et un manque d'ambition des politiques actuelles. Donc, il y a un problème politique et démocratique. Il y a un deuxième problème, c'est le problème de la gouvernance qui doit s'adapter à un enjeu qui est à la fois un enjeu de long terme et un enjeu qui va nécessiter de prendre des décisions dans l'incertitude. Aujourd'hui, on va devoir s'adapter au fait que le climat va changer, qu'on a une incertitude sur le rythme de déploiement des technologies propres, on a une incertitude sur les impacts des politiques qui sont aujourd'hui adoptées. Donc, il faut une gouvernance qui sait s'adapter à ça. Et il faut aussi une gouvernance qui, puisque la transition énergétique va toucher l'ensemble de l'économie et l'ensemble de la société, doit vraiment intégrer les acteurs et les différents niveaux de gouvernement au sein d'une gouvernance commune. Et enfin, les financements. Donc, il s'agit aussi de considérer que le partage du risque, des coûts et des bénéfices qui vont être grands, potentiellement assez élevés, c'est une question centrale du soutien politique large pour la transition énergétique. Bien sûr, une action unie est forcément plus efficace, ou en tout cas, on a des éléments qui nous permettent de le penser. Alors, très rapidement, Lara, il me reste combien de temps? 5 petites minutes. 5 petites minutes. Donc, je vais être très rapide sur l'idée d'avoir un renforcement démocratique. On a une étude très intéressante qui a été menée notamment par des chercheurs du Wuppertal Institute, avec lesquels on collabore dans le cadre du projet Fulfill. Donc, qui montre en fait que les mesures de sobriété et aussi les contraintes réglementaires sont beaucoup plus acceptées au sein des discussions qui sont menées dans les assemblées citoyennes que dans les politiques énergie-climat des États membres. Donc là, il y a une question aussi qui se pose en termes d'acceptabilité sociale de ces mesures-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus ambitieux? Cet élément de gouvernance, il est beaucoup développé dans le rapport, alors je vais être très superficielle ici pour vraiment souligner 4 points. D'abord, le fait que cette gouvernance, elle doit être
mieux intégrée. Donc, c'est-à-dire on doit intégrer le développement d'industries manufacturières sur les clean tech avec le déploiement de réseaux électriques, mais aussi de baisse de la demande, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'énergie est gaspillée dans des bâtiments mal isolés. Donc, isoler le bâtiment permet d'économiser, par exemple, des frais, des coûts d'investissement dans le déploiement des réseaux. On voit aussi qu'il y a besoin d'une stratégie intégrée. On a besoin d'une gouvernance qui soit à la fois collaborative et agile. D'abord parce qu'on fait face à un enjeu transversal qui va nécessiter la collaboration de l'ensemble des parties prenantes de l'économie. Et ici, on peut prendre exemple de modèles de gouvernance interactifs, notamment qui ont été expérimentés notamment au sein d'agences américaines comme la DARPA, qui est à l'origine de la découverte d'Internet. Et donc, ces types de gouvernance interactive, ils permettent de naviguer l'incertitude et de faire en sorte que les solutions et la confiance entre différentes parties prenantes soient le résultat du processus de gouvernance et non le point de départ. Donc ici, c'est très intéressant parce que ça permettrait de mieux prendre en compte les spécificités locales et sectorielles de la politique énergie-climat pour atteindre des objectifs généraux comme la neutralité climat, mais également de créer un espace commun pour favoriser la collaboration et l'apprentissage collectif face à un défi que l'on n'a jamais relevé, il faut quand même le souligner. Donc, il y a un potentiel intéressant de réplication de ce type de gouvernance interactive avec un certain nombre de politiques énergie-climat européennes, notamment les plans nationaux qui sont liés à du financement européen. Donc, on peut imaginer une meilleure coordination entre la planification au niveau national, une planification plus ouverte, plus inclusive, avec l'idée d'aligner cette planification avec des financements européens. Enfin, deux derniers éléments. Cette gouvernance, elle doit être mise en œuvre par des personnes qualifiées et des équipes suffisamment staffées, ce que l'on voit alors à tous les niveaux, mais en particulier au niveau local et au niveau européen. Un certain nombre d'agences européennes ne sont pas suffisamment staffées. On peut penser au Fonds Innovation, par exemple, qui voit son ambition augmenter, mais qui n'a pas forcément les équipes pour suivre. On voit aussi l'Union européenne commencer à légiférer sur de nouveaux domaines, comme les matériaux critiques, et c'est pareil. Est-ce que l'Union européenne a les moyens de suivre et de suivre des politiques dans ces domaines qui sont beaucoup plus complexes, il faut le souligner, que les domaines traditionnels du pétrole et du gaz. Et enfin, donc ça me fait une bonne transition pour mon dernier point sur la gouvernance, c'est l'importance d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de l'impact des politiques à la fois existantes et futures, ce qui nécessite d'avoir un meilleur accès à des données à jour et de qualité, et harmonisées bien sûr au niveau européen. Enfin, donc, la question de l'augmentation des financements européens. Alors aujourd'hui, c'est la BEI qui le dit dans son dernier rapport sur l'investissement 2022-2023. Les financements publics et privés sont actuellement insuffisants pour mener cette transition. On voit les investissements privés qui sont grevés par l'incertitude qui est née de la guerre en Ukraine, des coûts de l'énergie élevés, un manque de main-d'œuvre qualifiée sur fond de hausse des taux de la BCE. Et enfin, les financements publics, notamment les investissements publics, sont aujourd'hui menacés. Alors, on a des nouveaux besoins, d'abord en réponse à l'IRA, mais aussi de manière plus générale, pour prendre en compte le coût supplémentaire de l'assurance d'une nouvelle résilience et d'une sécurité économique et énergétique dans un monde qui est assez tendu géopolitiquement. Et ce besoin d'augmenter les financements communs pour une action commune, il naît à la fois de l'ambition renouvelée qui est celle de REPowerEU, le besoin d'avoir une meilleure unité face à la Russie, mais aussi une unité face aux autres grands blocs. On peut penser à la Chine ou à d'autres. Alors, à la fois, que ce soit la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité ou la neutralité climat, on peut considérer ces éléments comme des biens publics européens. Et on a un certain nombre d'acteurs, d'institutions européennes, mais aussi de think tanks qui se sont positionnés en faveur d'une augmentation de ces fonds européens pour une action commune. Alors, on peut penser à I4C en France, la Banque centrale européenne, dont les équipes ont publié un papier qui appelle à un fonds énergie-climat pour la sécurité énergétique. Le think tank Bruegel, Agora Energiewende en Allemagne, notre instituteur de l'Or Center ou encore la FEPS. Au niveau français, il y a bien sûr le rapport de Jean Pisani-Ferry et Salma Mahfouz qui montre bien qu'il va falloir mobiliser d'autres sources de financement que la simple réorientation des financements du brun vers le vert. Il mentionne deux autres leviers que sont la politique fiscale, donc la taxation, mais aussi l'endettement.
Et enfin, Mario Draghi, qui a été donc ancien président de la BCE, poids lourd politique européen, qui a été mandaté par la présidente von der Leyen avec un rapport sur la compétitivité de l'Europe et qui appelle à un saut d'intégration européenne, notamment de fédéralisme fiscal. Alors, on voit aussi aujourd'hui que cette idée est vraiment assez présente dans les débats. Alors, au-delà de ces trois grands éléments, le rapport conclut avec des points de départ pragmatiques pour la prochaine Commission européenne. Et donc là, je vais aller très vite dessus parce que je pense que leur tourne. Je serais heureuse de répondre à des questions s'il y en a dessus. Donc, mais en conclusion, donc les trois grands messages pour résumer, c'est que le pacte vert européen et l'union de l'énergie ont été des stratégies résilience face aux crises. Néanmoins, l'atteinte de nos objectifs de politique européenne reste un vrai défi et nos outils sont encore insuffisants pour relever ce défi. La recommandation générale, c'est donc d'aller vers une union d'énergie 2.0 qui serait dotée de financements adéquats, d'une gouvernance agile et collaborative et d'instruments de démocratie participative renforcés. Donc avec 5 recommandations que je peux mentionner rapidement. D'abord, le fait d'avoir une nouvelle stratégie européenne de sécurité énergétique qui se concentre à la fois sur les clean tech, mais aussi sur les infrastructures propres et la baisse de la demande. Deuxièmement, un plan de financement pour les investissements propres, avec un fonds de souveraineté européen. Troisièmement, une agence européenne de l'énergie pour donner accès à des données qui vont permettre d'évaluer les politiques publiques et de faire des choix politiques en toute connaissance de cause. Enfin, en quatrième recommandation, le fait de créer des plateformes de dialogue pour les parties prenantes sur l'énergie et le climat au niveau national et que ces plateformes soient soutenues par la Commission européenne pour à la fois faciliter la mise en œuvre du Fit for 55, mais également favoriser le monitoring, le suivi de la façon dont ces politiques peuvent être améliorées. Et en cinquième point, l'idée d'avoir une assemblée citoyenne européenne pour le climat et la résilience qui pourrait discuter certaines de ces recommandations, voire en discuter d'autres, de manière à pouvoir aussi lever les blocages politiques que l'on voit apparaître actuellement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je me tiens prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Camille. On va commencer avec les questions, mais juste avant ça, je vous rappelle que son rapport sur l'Union de l'énergie 2.0 est disponible sur le site web de l'Institut Jacques Delors, pour l'instant qu'en anglais, mais très prochainement en français. Donc, on a reçu plusieurs questions. Peut-être une première, comment continuer à mettre en œuvre les objectifs du Green Deal européen, alors que dans certains pays membres, on voit monter un peu une contestation et un certain scepticisme face au climat? C'est une très bonne question et c'était une des questions de départ du rapport. C'est effectivement qu'on voit, alors même que la transition va s'accélérer, on voit aussi un début de tension sur l'acceptabilité de cette transition à la fois sociale et politique. Et effectivement, l'idée de ce rapport, c'est d'apporter des réponses à cette question. Donc, comment accélérer la transition? Effectivement, il manque des outils aujourd'hui pour que cette transition soit un succès, pour qu'elle soit acceptée socialement et politiquement. Donc, notamment, renforcer la solidarité européenne avec de meilleurs financements européens, mais aussi faire en sorte que cette augmentation des financements européens, elle s'accompagne d'un renforcement de la gouvernance de manière à avoir des projets de qualité qui soient bénéfiques à la fois pour le climat, pour le développement local et pour les emplois de demain. Et donc ça nécessite de renforcer la gouvernance et enfin de voir aussi quelle est l'acceptabilité sociale démocratique de certaines de ces mesures, parce qu'il y a parfois des politiques qui ne sont pas en accord avec ce que les citoyens aimeraient. Merci beaucoup, Camille. Peut-être une deuxième question. N'hésitez pas à poser dans l'outil questions-réponses en bas de votre écran, si vous en avez d'autres. En 2010, donc, Jacques Delors appelait de passer d'une communauté européenne de l'énergie à une union de l'énergie. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra voir son idée se réaliser? C'est très intéressant parce que ce rapport de 2010 qui a été écrit par Sami Andoura, Leigh Hancher et Mark van der Voort, et avec une préface de Jacques Delors, était aussi à l'origine du rapport actuel. Ce que l'on voit, ce qui est assez frappant, c'est qu'en 2010, un certain nombre des recommandations qui avaient été faites n'ont pas nécessairement été mises en œuvre avant la crise, mais ont été repris pendant la crise de 2022. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a notamment, par exemple, quand on peut penser à l'achat commun de gaz,
C'est une recommandation qui a été faite dès 2010 et qui a été poussée par la suite par un certain nombre d'États membres, notamment la Pologne, qui est aussi à l'origine du concept même d'union de l'énergie. Donc, effectivement, ces idées mettent du temps à infuser dans le débat politique. L'idée de ce rapport, c'est vraiment de contribuer, en tout cas, à avoir un débat vivant sur ces questions-là. Encore une fois, c'est ce que j'ai mentionné pendant la présentation. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un hiatus entre les analyses qui sont faites dans les think tanks, mais aussi les enquêtes d'opinion ou encore les plaidoyers qui sont menés par à la fois les ONG climat et sociales, mais aussi les entreprises vertes. Il y a un hiatus en fait entre ce qu'il faudrait faire ou ce qu'on préconise de faire et les politiques actuelles. Donc il y a aussi un besoin, et c'est pour ça que la dimension démocratique du rapport est importante, parce qu'aujourd'hui, il s'agit aussi de renouveler le débat, d'essayer de rééquilibrer ce débat-là pour qu'on réalise que certaines options politiques qui semblent très compliquées à mettre en œuvre sont peut-être plus simples qu'on ne le pense. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, et ça a été souligné notamment par Mario Draghi dans sa tribune dans The Economist, fait vraiment face à une énième menace existentielle, mais en tout cas à des menaces fortes en matière de prospérité, même, puisqu'on voit aussi que la Chine, par exemple, a pour la première fois dépassé l'Allemagne en termes d'exportation de véhicules électriques. Si l'Allemagne ne prend pas ce tournant du véhicule électrique, on peut faire face aussi à des pertes d'emplois tellement importantes qu'on va avoir des menaces populistes qui sont déjà bien réelles dans de nombreux pays européens. Donc, on est aujourd'hui à une croisée des chemins où on peut faire de cette transition une opportunité à la fois pour l'Europe et pour ses citoyens, mais on fait face aussi à des risques importants. Un dernier point qui peut donner espoir, c'est le fait que l'Union européenne a réussi, par exemple, à s'accorder sur une réponse fiscale sans précédent avec le plan de relance européen en réponse à la pandémie de Covid. Donc on peut aussi espérer que l'Union européenne va continuer d'être innovante et de s'adapter aux défis d'aujourd'hui et de demain. En tout cas, je sais qu'on sera vigilant avec le Centre Énergie là-dessus. Une prochaine question avec ce que tu as décrit. Est-ce que la réforme du marché européen de l'électricité, tel que ce profil, est suffisante au vu des conclusions qu'apporte le rapport? Alors, c'est un pas en avant. Ce n'est pas suffisant, mais ça, de toute façon, c'était clair dès le départ. L'ensemble des analystes considéraient que la révision du marché de l'électricité, elle a été proposée en réponse à la crise des prix de l'énergie, dans l'urgence, avec très peu de temps pour négocier cette réforme, puisque voilà, on touche à la fin du mandat de cette commission et du Parlement. On est à l'approche des élections européennes. Donc évidemment, on ne pouvait pas refaire une réforme d'ampleur, et c'est tant mieux parce que ça nécessite du temps, des analyses d'impact et bien sûr de l'espace pour la discussion. Donc c'est une étape, mais il est probable que cette réforme de l'électricité, du marché de l'électricité, soit remise sur le métier pour la prochaine commission. Merci. Peut-être une prochaine question sur les financements. C'est vrai que, tu l'as mentionné dans ta présentation, beaucoup d'appels pour dire il faut plus de financement dans cette transition. Passer de l'énergie fossile à l'énergie verte, c'est pas seulement ça. Comment est-ce que tu vois, est-ce que ça doit être une taxation? Est-ce que ça doit être concrètement, comment est-ce qu'on pourrait avoir un meilleur financement au niveau européen ou des États ou même des localités pour avoir une transition? Alors, le rapport est bien trop large pour traiter cette question de façon détaillée. Néanmoins, cette question donc, des ressources propres du budget européen, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'avoir voilà, plus de revenus fiscaux pour l'Union européenne pour financer une action commune, notamment en matière de transition verte, c'est déjà en discussion puisque le plan de relance européen Next Generation EU va être en partie remboursé par de nouvelles ressources propres. Donc le Parlement et le Conseil travaillent actuellement dessus. Il y a différentes options, notamment le fait d'avoir une taxation sur les entreprises au niveau européen. Des revenus de l'ETS sont également évoqués, ainsi que d'autres options qui sont listées dans le rapport. Donc pour cela, ce qui pourrait être intéressant, c'est effectivement de demander aussi de faire des sondages détaillés sur l'acceptabilité de telle ou telle option,
et pourquoi pas de demander à une assemblée citoyenne européenne de discuter de ces options-là. Ouais, merci. Et j'ai une dernière question, toujours sur la réforme du marché de l'électricité. Donc, quelle devrait être l'ampleur de cette réforme du marché de l'électricité, Bah, d'après toi? le marché de l'électricité, il a été, créé à une époque où, le la les énergies fossiles étaient dominantes. Donc pour s'adapter, à, un mix électrique où les énergies, fossiles vont être, espérons-le, minoritaires et les énergies renouvelables vont dominer le mix, il va falloir s'adapter à, question de la variabilité de cette énergie. Donc comment est-ce qu'on déploie à la fois des réseaux pour s'adapter à une énergie qui sera plus décentralisée, mais également, comment est-ce qu'on, favorise les mécanismes de gestion de la demande en temps réel, de manière à s'adapter à la variabilité, mais aussi comment est-ce qu'on met en place, des mécanismes de capacité, donc de backup, lorsqu'il n'y a pas de vent, pas de soleil. Comment est-ce qu'on finance ces moyens de production d'électricité qui vont être nécessaires pour assurer, l'équilibre du réseau? Donc c'est tout un tas de questions, qui se posent. On peut aussi penser, par exemple, les soutiens aux énergies, renouvelables aujourd'hui sont principalement déterminés au niveau national. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, des, schémas, pan-européens de soutien aux centrales solaires de manière harmonisée? Ça pourrait aussi être, des pistes intéressantes à discuter. Merci beaucoup, Camille. Je sais que le Centre Énergie va continuer à suivre l'évolution de la réforme du marché de l'électricité. En particulier avec Foodbean, notre collègue qui travaille sur, effectivement Exactement. sur un Donc, je sujet. vous invite à vous abonner à notre newsletter spéciale énergie. Merci beaucoup, Camille, pour la présentation de ton rapport. Je rappelle qu'il est disponible sur le site web et nous allons avoir prochainement une autre présentation en anglais sur le rapport. Vous allez recevoir l'invitation avec le replay de cette Euroquestion. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 6 décembre à 14h30. Nous aurons le plaisir d'accueillir Benjamin Couteau, chercheur sur l'élargissement à notre centre Grande Europe. Il reviendra pour nous sur sa présentation de son analyse sur les influences étrangères turques, chinoises et russes dans les Balkans, les pays candidats à l'adhésion de l'Union européenne. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci encore, Camille. Merci Lara.